Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avant d'entendre vos témoignages au 39 21, plusieurs réactions au témoignage justement d'Antoine Léris qui est avec nous et qui a perdu sa compagne dans les attentats de vendredi. Je vous cite 2 témoignages, Jean-Michel. D'abord Mabali qui dit Antoine Léris, une grande âme. Et puis Guillaume qui nous dit oh puis merde, on ne peut pas rester insensible à ce témoignage de papa et d'homme sur Europe 1. Merde, tiens. Et je voudrais vous en citer un autre, c'est un SMS que j'ai reçu. Je suis en larmes après ce témoignage bouleversant. Comment trouve-t-on cette force ? Merci. Et c'est vrai que cette force-là, elle nous a tous émus et je vous le redis Antoine, on vous embrasse avec toute l'affection dont nous sommes capables. Voilà. Et vos témoignages désormais au 39 21, vos témoignages sur cette vie qui reprend, Jean-Michel. Oui, alors nous voulions recueillir vos témoignages sur la vie qui reprend, de quelle manière vous la reprenez, bien sûr. Ça ne peut pas être tout à fait normal, mais il faut continuer à vivre. Et pour nous accompagner dans ce dialogue, nous accueillons Cyril Cozard. Bonjour, monsieur Cozard. Bonjour à vous. Vous êtes psychologue clinicien à l'Institut de victimologie à Paris. Et donc, vous allez peut-être nous aider après les propos des auditeurs d'Europe 1. Bonjour, Henriette. Oui, bonjour. Vous êtes à Marseille. Je suis à Marseille. J'allais dire dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est Oui. Pas la peine, c'est dans les Bouches-du-Rhône, tout le monde Bien le sûr, sait. bien sûr. Et pour vous aussi, la vie continue, vous voulez venir à Alors Paris, voilà, c'est ça ? la vie continue, étant donné qu'avec ma fille Evelyne, nous devions partir à Paris. Et bien sûr, nous maintenons notre voyage touristique, il n'y a pas de raison. Et comme j'estime d'autant plus que dans la douleur, la peine, notre force, c'est la résistance. Aussi, j'ai même mis notre drapeau français au balcon, étant donné que tous les pays le font, il n'y a pas de raison que nous, Français, nous ne le fassions pas également, par titre de solidarité, de compassion pour tout ce qui se passe et tous ces pauvres gens qui sont morts et qui souffrent. C'est un geste qui aurait dû... que nous devrions tous faire la même chose. C'est un geste qui a du sens pour vous, mettre le drapeau, les 3 couleurs de la République au balcon. On l'aime, notre France, on l'aime et il faut résister. Bien sûr. C'est notre seule chose, nous autres pauvres gens éloignés de toute la douleur de ces pauvres gens, que nous puissions faire au moins penser à eux et mettre notre drapeau à la fenêtre ou au balcon. Voilà, tout simplement. Et votre forme de solidarité, vous le dites, c'est d'aller à Paris, vous nous l'avez dit, aller au Louvre, à Versailles. Voilà, absolument. Nous avons maintenu avec ma fille nos réservations à Paris. Et hélas, l'hôtel était content de se dire, au moins, heureusement qu'il y a encore des personnes qui maintiennent leurs réservations parce que nous avons énormément d'annulations. Et nous, il faut qu'on continue à vivre. Il faut quand même faire travailler le pays. Il faut quand même faire travailler Paris. Et tous ces gens qui sont là et qui vont finalement se retrouver avec beaucoup moins de travail aussi. Il faut continuer à vivre. Continuer à vivre. J'ai 72 ans et j'estime qu'il faut tenir le flambeau. C'est tout. C'est... très chaleureux de vous entendre le dire comme ça. Restez avec nous, Henriette. Oui. Cyril Cozard, bien sûr, elle le dit, on est tous d'accord, il faut continuer à vivre, mais ça n'est pas facile quand même d'imaginer, on est à Marseille, et puis se livrer dans la foule, si on va au Louvre, à Versailles, voilà, on peut légitimement se sentir en danger tout de même. Bien sûr, on se sent tous encore en danger. La période n'est pas encore à le retour à la normale du tout. Donc le sentiment d'insécurité est présent pour tous. Madame, vous nous exprimez cette combativité que vous avez puisée en vous pour essayer de faire quelque chose pour, en fait, d'aller pour et pas contre. C'est ce que j'entends. Bien sûr. Et cette combativité, c'est la ressource que vous mobilisez, qui prend du sens et qui va permettre de canaliser cette peur, justement, qui est présente et que j'entends aussi dans votre voix. Oui, mais cette peur, c'est de la peur, surtout, j'ai pas peur, c'est la douleur. Je compatis à toutes ces familles. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est d'être impuissante. C'est l'impuissance qui nous fait mal. Donc, moi, la première des choses, j'ai mon drapeau français, je l'ai mis au balcon pour montrer à tous. Je habite dans Marseille, dans une résidence, et qu'au moins, tous mes voisins voient qu'il y a quand même la France qui existe et qui résistera jusqu'au bout. Voilà. D'accord. Lutter contre l'impuissance, oui. L'impuissance, c'est quelque chose qui nous a tous abattus. Oui. Et l'impuissance, c'est faire quelque chose. Il faut sortir de cette impuissance. Et j'entends cette combativité, et elle fait partie du trajet pour ressortir un petit peu de cette souffrance, de cette douleur. Et quel que soit le niveau de la proximité de l'impact, l'ensemble de la communauté semble avoir besoin aussi, et individuellement tous, nous avons besoin de dépasser cette impuissance. En tout cas, merci Henriette de votre combativité. On sent d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'émotions chez vous. Oui, et merci de m'avoir
m'avoir permis de passer à la radio, de lancer mon message, parce que, vous voyez, ça m'a fait énormément de bien que d'autres personnes fassent comme moi et qu'on résiste et qu'on mette nos drapeaux français, qu'on est là, égalité, fraternité, et on continue. Voilà. Liberté, égalité. Et liberté, bien sûr, c'est surtout le mot que je cherchais, et que je voulais fraternité. dire, la liberté, on est libre. Voilà. Et je vous souhaite un excellent séjour à Paris, Merci Henriette. Paris, je t'aime. Merci Au revoir. Henriette. Bonne journée. Bonne journée. Maxime? Oui, un message sur europe1.fr qui rejoint celui d'Henriette. Alors je suis désolé, je vais encore être légèrement vulgaire. C'est Frédéric qui nous écrit de Suisse. Ouais. J'ai prévu d'aller à Paris en décembre et je ne vais certainement pas changer d'avis parce que je les emmerde. Vive le plus beau pays du monde. Voilà. Ça fait du bien parfois d'être un peu Oui, impoli. j'ai l'impression. En tout cas, ça exprime des pensées que l'on peut comprendre. Bonjour, Eddy. Bonjour, Vous êtes à Blois. exactement. Et vous étiez en fin de semaine dernière à Disneyland et vous avez dû abréger la visite parce que le parc a fermé, c'est ça? Exactement. En fait, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai suivi les événements via une application, moi en ligne d'ailleurs. Et donc on suivait un peu chronologiquement, même toute la nuit, en se réveillant de temps en temps. Et forcément, au petit matin, lorsqu'il a fallu retourner au parc, on a commencé évidemment à se poser la question de savoir s'il était prudent d'y aller, puisqu'on a 3 enfants, Bien sûr. 7 ans, 5 ans et 4 ans. Mhm. Et là, du coup, ça dépasse un peu notre propre responsabilité, puisqu'on a la sécurité de nos enfants entre nos mains. Et forcément, ça amène beaucoup de questions. Et puis, du coup, les questions ont été résolues très rapidement, puisque lorsqu'on a appelé l'accueil de Disney pour savoir si le parc était effectivement ouvert ou non, effectivement, il était fermé. Donc, ça a clôturé le débat rapidement et en même temps, tant mieux. Mais du Maintenant- coup, vous avez été confronté aux questions de vos enfants. Ah bah complètement, exactement. Bah, L'angoisse qui doit les saisir, on l'imagine, parce que pour eux, l'univers ne marche pas tout à fait comme il doit marcher. Le parc, ils ont envie d'y aller, évidemment. Exactement, c'était plutôt le côté injuste et on pense à son nombril. Donc c'est bah disons, moi non, on veut y aller à Disney et puis pourquoi les méchants ils sont là-bas et ainsi de suite. Donc nous le but c'est vrai qu'on n'a pas du tout évité le problème. En fait, on a expliqué ça simplement, mais avec leurs mots, en essayant d'être un peu métaphorique sur voilà, c'est des méchants, ils ont des graves problèmes et puis bah du coup ils veulent imposer certaines choses à d'autres personnes et ainsi de suite. Donc on essaie d'utiliser leurs mots et puis les questions c'est les mêmes que les nôtres mais avec leurs mots à eux. Donc nous on a choisi en tout cas de pas cacher les réponses, de pas cacher les choses et parce que de toute façon ça revient dans leur quotidien. On voyait hier encore le plus grand Axel qui revenait et puis qui voilà, il y a des mots qui sortent. Il y avait Charlie Hebdo, il parlait de Charlie Hebdo, il parlait des frères Cauchy, mais je dis mais d'où tu sors ça? Ah oui. Et donc dans les cours d'école, j'imagine que ça doit fuser et qu'ils doivent jouer à être un terroriste, qu'ils doivent jouer comme ils jouent à être Star Wars ou à être Buzz Lightyear. Et ben là en ce moment dans les cours d'école, ça doit être joué à ça. Donc là on essaie de recadrer et puis de dire oh là non ça c'est beaucoup moins drôle et c'est beaucoup plus grave. Mais c'est toujours Donc, la surprise des parents. Voilà, les enfants savent toujours des choses, on imagine qu'ils les ont pas captées, mais en fait, oui, bien sûr, ils ont tout capté. Restez avec nous et dit, Cyril Cozard, parler aux enfants, il faut savoir le faire sans doute. Hein. Alors les parents savent faire quand ils parlent. Le plus dur, ce serait de ne pas parler en fait. De parler aux enfants, on parle avec nos mots, on parle avec leurs mots, et le témoignage d'Eddy est assez juste. Il faut trouver leurs mots, les questions sont les mêmes, c'est ce que vous disiez. Il faut trouver des réponses, il faut aussi évoquer ce que l'on ressent en tant que parent pour que comprennent quel type d'émotions sont traversées, à quelles émotions ils vont être confrontés aussi dans leur quotidien, vis-à-vis de leurs parents, puis vis-à-vis de leur entourage, de façon à ce qu'ils comprennent voilà, ce qui est en train de se changer, ce qui bouge dans le quotidien. Alors la fermeture du parc, c'en est une, mais après il y a des moments où les parents s'absentent, sont un peu le nez dans le portable, sont préoccupés par des coups de fil, ont des vibrations dans la voix qui sont différentes. S'ils comprennent que l'actualité et la violence qui a été donnée là, le week-end dernier est la source de leurs angoisses, ils vont comprendre ça, ils vont s'adapter, plutôt que de penser que peut-être ils sont responsables, ce qui serait effectivement dommageable. Là, ils vont comprendre d'où ça vient et ils vont s'adapter comme tout le monde, en jouant notamment. Des choses. À partir de quel âge? Alors à partir on va commencer en fonction du langage petit à petit à mettre des mots de plus en plus complexes. C'est vrai que en dessous de 4 ans on va faire simple, 4-5 ans on va commencer à être simple. À partir de 5-6 ans on commence à avoir la scolarité et beaucoup d'informations circulent, beaucoup d'échanges. Les copains ont accès à la télé, d'autres à d'autres canaux et donc disent des choses et ils le partagent énormément. Donc à partir du moment où ils commencent à baigner dans un environnement d'information, il faut absolument prendre la main sur cette information pour la décrypter et en parler. Eddy, si vous en avez la possibilité, vous retournerez à Disneyland, ou vous hésitez? Alors en fait, voilà, maintenant c'est l'après qui se pose et pour essayer d'utiliser un peu une métaphore, c'est aujourd'hui quand on se demande si on va continuer à ressortir ou pas, c'est un peu la même question. Si est-ce qu'on monterait à bord d'une voiture
où le conducteur il est ivre. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là. C'est il y a pas forcément d'obligation que même si la personne est ivre, elle n'attrape un accident. Sauf qu'il y a quand même un gros risque. Et ben aujourd'hui, c'est exactement ce sentiment-là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est assez bizarre comme comparaison, mais c'est un peu ce choix-là qu'on doit prendre. On se dit bon, on y va ou on n'y va pas. Parce que je ne sais pas, peut-être que je raisonne de travers, mais puisque le parc a fermé, ça n'était pas votre volonté. Du coup, peut-être que Disney vous a dit revenez dans 15 jours, dans 3 semaines. Donc vous avez peut-être la possibilité ou le projet de revenir dans le parc. Exactement. Et aujourd'hui, et là, vous hésitez. Ouais, complètement. D'accord. Complètement, parce que pour moi, le problème, il n'est pas résolu. On ne peut pas nous garantir la sécurité aujourd'hui. Donc on sait qu'il y en a des centaines, des milliers d'ailleurs, puisqu'il y a des milliers de fiches S, et ils sont partout, ils sont n'importe où. Donc aujourd'hui, se dire, on s'en fiche, vive la France et on y va, vive la liberté, moi je trouve que l'excès de liberté, l'excès des religions, l'excès de toutes ces choses-là, nuit à la sécurité. Et aujourd'hui, moi, je me sens pas en sécurité et je voudrais pas mettre mes enfants en danger. Je voudrais pas prendre la responsabilité de mettre mes enfants en danger. Alors, je sais pas si on est parano, si c'est un excès de sécurité qu'on recherche. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne saurais pas donner la réponse. Si, par exemple, on me dit, vous pouvez y retourner dans 15 jours, je sais pas si j'y vais. D'accord. Bon. Vraiment. Écoutez, Cyril Cozin. Oui, le sentiment de sécurité que vous évoquez, ou le sentiment d'insécurité plutôt que vous évoquez, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. On est à quelques jours seulement de ces attentats, donc l'idée qu'on avait de la sécurité vient de voler en éclats, très clairement, pour tous et tous les individus. Elle va se reconstruire sous une autre forme. La sécurité absolue n'existait pas, en fait, elle n'existait pas déjà avant et elle n'existera pas demain. Elle va prendre une autre forme et donc il y aura une réadaptation plutôt que d'être dans une logique insécurité, sécurité. On va réapprendre à investir l'espace, la société, et je le souhaite pour vous, y compris et vos enfants, mais dans une autre forme, avec un sentiment de sécurité différent et avec du coup d'autres outils. Voilà, le temps apportera des réponses à vos hésitations, Eddy. Oui, exactement. C'est un peu le même cas, la même chronologie qui s'est passée en début d'année. Bien sûr, qu'au départ, on est dans ce sentiment-là, puis avec le temps, ça et après, voilà, on s'acclimate aux événements. Et en tout Malheureusement, cas, oui. Oui, mais heureusement aussi, d'une certaine manière, les deux. Exactement. Et merci, Eddy, d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Nous faisons... Ah, Maxime, non, juste un tout petit témoignage. Granger qui nous dit, écoutez, vos auditeurs redonnent du cœur à l'âme, redonnent la pêche et nous permettent de canaliser tous nos ressentiments. Voilà, c'était sur Twitter. Bien sûr, les auditeurs d'Europe 1 sont formidables. On vous retrouve dans 1 minute pour poursuivre ce dialogue. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Il est 13h44 sur Europe 1. La suite de vos témoignages avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et une info avant vos témoignages au 39 21. La Tour Eiffel, qui avait rouvert ses portes ce matin, vient à nouveau de les fermer en raison de problèmes d'organisation dans la sécurité. Visiblement, il y a des aménagements qui vont devoir être faits dans la sécurité autour de la Tour Eiffel. Et on sent cette fébrilité dont on parle avec les auditeurs aujourd'hui. Jean-Michel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes à Paris ? Exactement, moi j'habite le 11e arrondissement de Paris, donc pas très loin de ces malheureux événements. Et il est... Oui. Allez-y, et vous avez du mal à prendre le métro ? Oui, voilà. Moi c'était lundi matin pour aller au travail. C'est vrai que j'ai eu une vraie crainte de prendre les transports en commun, même si je me dis il faut justement y aller. On est là. Mais il est vrai que même de nombreux amis me le disent, on a un petit peu de mal à reprendre que ce soit le métro ou le bus. Bien sûr. Et voilà. Ça c'était hier et aujourd'hui ? Aujourd'hui ça allait un petit peu mieux. Ça commence quand même, il faut reprendre du poil de la bête. Un peu mieux, ça veut dire que vous avez pris le métro ? Voilà, j'ai pris le métro. Hier, j'ai entre VTC, métro, j'avais vraiment de vraies craintes. Et aujourd'hui, je me suis dit non, il faut justement pas avoir cette crainte. Il faut y aller. Il faut justement montrer qu'on est là et qu'on est combatif. Et quelles étaient vos émotions, vos sentiments quand vous avez descendu les marches pour prendre le métro ? Quand vous étiez là, sous la terre, vous étiez dans quel état d'esprit ? Un peu, une sorte un peu d'état de panique. Comme moi, en fait, j'habite le quartier, que j'ai des amis qui me racontent ce qui s'est passé de tous ces événements. Est-ce que c'est peut-être dû à ça ? Mais voilà, aujourd'hui, j'étais beaucoup plus combatif et je me suis dit, c'est bon, faut y aller. Bon.
Restez avec nous, Nicolas. Cyril Cozard, on peut comprendre évidemment ces évidemment, sentiments-là et ces réactions. Je vais même aller au-delà, c'est parfaitement normal en fait. Pendant encore quelques jours, et pour beaucoup de gens, il y aura des troubles, c'est-à-dire des difficultés à se promener, des difficultés à dormir, des difficultés à contenir ses émotions, il y aura des crises de pleurs, il y aura des images qui vont venir dans l'esprit, il y aura beaucoup de dysfonctionnements ou de troubles comme ça qui vont émerger, qui sont parfaitement normaux. C'est le temps que prend notre esprit pour digérer tout ça, et ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc je vous entends dire qu'entre hier et aujourd'hui, vous avez senti un mieux, donc on sent la pente ascendante en quelque sorte. Donc il faut aller à son rythme, il ne faut pas forcer. Effectivement, vous avez dit aussi, je sens qu'il faut y aller. Il ne faut pas éviter trop, il faut y aller à son rythme, donc c'est un équilibre un petit peu particulier, il faut aller confronter un petit peu ce qui pose problème, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, mais pas trop tôt, pas trop vite et à dose supportable, avec pour l'objectif de le confronter complètement pour finalement sortir de épuiser un peu cette charge émotionnelle très puissante qui a été chargée ce week-end et qui va se décharger tout au long du mois qui va venir. C'est vrai que quand on entend un petit peu dans l'entourage, je me suis rassuré en me disant je suis pas le seul, notamment des travailleurs qui vont le lundi matin au boulot. C'est vrai que donc du coup ça m'a un petit peu aussi rassuré de voir qu'on se soutient aussi de ce côté-là. Et puis que d'autres gens réagissent comme vous et éprouvent les mêmes sentiments, les mêmes émotions que vous. Les mêmes sentiments et les mêmes émotions, exactement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Nicolas d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Martine. Bonjour Monsieur Apathy. Écoutez, j'écoute tous les jours votre émission. C'est très gentil. Et qui est vraiment très très bien faite. Et donc hier je devais aller du côté de la Porte Dorée. Bon, je suis dans du côté de Michel-Ange-Auteuil. Et j'ai eu peur, j'avoue, j'ai pas pu prendre le métro et j'ai pris un taxi aller-retour pour aller. Parce que ça n'allait pas du tout. Donc, c'est vrai que de nature, je suis un petit peu claustrophobe, on va dire. Et que là, ça a peut-être dû renforcer cette peur que j'avais. Bien sûr. Et donc, le RER, vous ne l'avez pas encore pris depuis le début de la semaine ? C'est surtout le métro que je prends. Le RER, je l'ai pris quand je travaillais et tout. Je suis à la retraite. Mais là, du coup, le métro, vous avez du mal à y retourner. Mais là, hier, c'était pas possible. D'accord. J'ai dit tant pis, je vais prendre un taxi, c'est pas grave. Alors demain, je dois aller dans Paris. Enfin, j'habite Paris, Mais bon, j'ai l'option si je vois que ça va pas tout à fait. Et pourtant, je me dis, il faut reprendre, je continue à sortir. Dehors, ça me gêne pas. Parce que mais c'est l'idée de me sentir enfermée. Enfermée, donc un peu prisonnière. Cyril Cozard ? Tout à fait. Chacun son rythme, je vous entendais dire je sens pas encore, etc. C'est ce que je disais, effectivement chacun son rythme, dosage supportable. Alors vous disiez aussi j'étais un petit peu claustro avant, effectivement cette charge émotionnelle subie par les attentats vient appuyer sur nos vulnérabilités. Donc elles vont s'exprimer avec un peu plus de précision et d'intensité. Donc vous avez un peu élevé le niveau de votre sentiment. Allez-y à votre rythme, jour après jour et progressivement avec cette envie que vous avez exprimée de dire je sais qu'il va falloir et que petit à petit, mais quand je le sentirai, ce qui me paraît être la bonne stratégie de puiser dans vos ressources et dans votre connaissance de vous-même avec cet objectif d'essayer de normaliser progressivement les choses. Maxime ? On entend les témoignages des auditeurs qui nous disent ça va aller mieux dans les jours qui viennent, je vais m'y réhabituer, mais à quel moment est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, se dire tiens j'ai peut-être besoin d'aide ? Alors c'est une excellente question. Effectivement, il y a un moment où il va falloir prendre conscience pour certains que les choses ne changent pas et qu'elles sont cristallisées, fixées et que ces impossibilités, ces pleurs, ces cauchemars, ces images qui reviennent et tous ces troubles que je décrivais ne sont plus normaux. On considère, alors c'est un peu arbitraire et scientifique, mais en gros on considère qu'à partir d'un mois, donc si elle laisse encore du temps, à partir d'un mois, s'il n'y a pas d'évolution, on va rentrer dans quelque chose qui n'est plus normal, mais qui est une blessure. Et cette blessure, il va falloir chercher de l'aide pour aider à la guérir. Mais ça veut dire que le temps apporte quel type de remède ? C'est parce qu'on oublie un peu ? Ou bien parce que alors non, il n'y aura pas d'oubli.
Pas du tout. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il faille oublier. Il faut se réorganiser avec cette nouvelle donne, ces nouvel événement et ces blessures-là. Donc la métaphore de la blessure est assez juste dans le sens où il faut cicatriser. Alors la cicatrice, une fois qu'elle est refermée, elle laisse une cicatrice, elle laisse une trace. L'événement va laisser sa trace, va nous modifier. Par contre, effectivement, si elle ne ferme pas, si l'hémorragie est encore là, l'hémorragie émotionnelle, l'hémorragie des symptômes et des troubles, à ce moment-là, il va falloir faire appel à des soignants de façon à s'y mettre à plusieurs pour aider à cautériser cette plaie. Bon, vous êtes toujours avec nous, Martine ? Oui. Bon, vous voyez, vous avez encore du temps. Votre réaction est normale et probablement vous arriverez à retrouver l'envie d'utiliser les transports en commun dans quelques jours. En tout cas, je l'espère pour vous. Oui, j'espère aussi. Voilà. J'espère aussi, c'est une question de temps. Mais ça m'a pas fait ça Au mois de janvier. le lendemain de la catastrophe. En fait, j'avais pas spécialement à circuler dans Paris, ça me l'a pas fait, mais là, hier, mais c'était vraiment une peur, comme disait le monsieur, ça pouvait être panique, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc, voilà. D'accord. Oui. Mais je vais vous souhaiter une bonne après-midi, Martine. Eh ben, merci beaucoup. Et je vous remercie d'être une auditrice fidèle et attentive d'Europe Midi. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour. Vous êtes à Fontenay-Trésigny. C'est ça, exactement. En 77, donc pas très loin de Paris. Voilà, exactement. Vous vous déplacez beaucoup en TGV ? Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de mon travail, en fait, donc je suis amenée à prendre le TGV quasiment toutes les semaines. Donc cette semaine, donc je dois pas prendre le TGV, donc ça me permet de faire une petite pause. Et suite aux attentats, c'est vrai que ça me permet de souffler, mais c'est vrai que ce que je disais auparavant à votre collègue, c'est que la pensée, dès qu'on monte dans le TGV, dès qu'on monte dans cette tram, à se dire qui on va rencontrer dans ce TGV, est-ce qu'on va tomber sur un terroriste ? Franchement, voilà, c'est la pensée que j'ai à chaque fois que je monte dans un TGV. Donc ça s'est accentué avec le Thalys. C'est une pensée ancienne, et là, évidemment, ces événements lui donnent une dimension supplémentaire. Exactement. Je ne vis pas dans la psychose et dans la peur permanente, mais en tout cas là, ça va vraiment s'accentuer et ça va être compliqué de faire face à ça pour le moment en tout cas. Ce que je disais également, c'est qu'il y a 2-3 semaines, j'ai vu une équipe de douaniers faire des contrôles dans le TGV, dans la rame de TGV. Oui. Et c'est vrai que leur présence m'a apaisée. Après, c'était quelques secondes, parce qu'ils étaient là pour un simple contrôle de sac. Mais qu'ils soient là, après, ils ont été vraiment très avenants, très gentils. Ils ont demandé d'ouvrir nos sacs de façon très avenante. Et de les voir quelques instants avec nous dans la rame, ça m'a apaisée réellement. Oui, c'était quelque chose d'important. Restez avec nous, Sabrina. Merci. Restez avec nous une seconde. Si vous en avez le temps, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Oui, Cyril Cozard, ce témoignage est intéressant parce que dès qu'il y a une marque d'autorité qui apparaît, alors l'angoisse, la peur diminue un peu. Ah oui, les représentants de forces de l'ordre portent leur nom, donc justement, elles constituent un appui à l'ordre, et l'ordre s'oppose parfaitement au chaos, et le chaos, c'est ce que nous avons vécu ce vendredi, ce samedi et ce dimanche-là, et un peu encore quelques temps. Donc l'ordre vient mettre, les forces de l'ordre viennent mettre quelque chose d'organisé, et donc on retrouve des piliers de sécurité, qui sont efficaces, on l'entend dans ce témoignage. Pour certaines personnes, il y aura peut-être un effet inverse. Il arrive parfois que les forces de l'ordre, finalement, constitue une incarnation de quelque chose, donne la possibilité d'un danger, et donc rappelle l'idée qu'effectivement il y a une insécurité. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc ça peut être une ambivalence. Ça peut être dans les deux sens. Mais pour Sabrina, voir là des uniformes, c'était plutôt, et on le comprend tout à fait, quelque chose de rassurant. Donc merci Sabrina, et on vous souhaite un bon prochain voyage en TGV. Merci. Voilà, et on l'espère sans aucun problème. En tout cas, merci d'avoir apporté votre témoignage sur Europe 1. Et pour terminer ces témoignages, Catherine est avec nous. Bonjour Catherine. Oui, bonjour messieurs. Moi, depuis vendredi, j'ai 2 sentiments qui m'animent. Le premier sentiment, c'est la colère. La colère pour les manquements, parce que je pense qu'il y a eu des manquements au niveau suivi de ces gens-là, que ces gens-là ont quand même bénéficié, sont nés en France, qu'ils ont bénéficié de l'éducation de nos écoles, et qu'ils se retrouvent à 20 ans avec une haine pareille au cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. C'est évidemment un sentiment que nous partageons, évidemment. Voilà. Et l'autre sentiment, c'est la compassion, c'est le chagrin pour toutes ces familles qui sont touchées, qui ont perdu des enfants. Moi-même, j'ai 2 enfants, donc je me mets parfaitement à leur place. Et tous ces gens qui vont être obligés de se reconstruire.
Et ça va me mettre des mois et voire des années. Et il y a une chose qui m'interpelle particulièrement. Je vais à Paris, je prends le TGV, j'habite à côté de Montpellier. Oui. À la gare de Montpellier, il y a Vigipirate. On est en Vigipirate maximum. Comment se fait-il que sur tous ces parcours, aucun personne n'est intervenu sur tous ces parcours, parce que quand même, Vigipirate devant un théâtre, ça me paraît quelque chose surtout un théâtre qui reçoit 1500 personnes. Oui, sans doute ces questions... Ça n'aurait peut-être pas empêché la chose, mais ça aurait peut-être empêché qu'il rentre de cette façon. Ça, je ne sais pas. Ces questions-là... C'est tout ce sentiment qui m'anime. Bien sûr. Et voilà. Vous savez, ces incompréhensions-là, on peut les partager... En même temps, des plans Vigipirate, ils ont aussi sans doute une limite. On n'arrive pas à tout protéger et tout sécuriser, mais vos étonnements et vos questions, effectivement, nous les formulons tous, chacun à notre façon. Et merci Catherine pour votre intervention sur l'antenne d'Europe 1. Cyril Cozard, le mot de la fin. Oui, les questions, c'est la recherche de sens, essayer de comprendre pourquoi. Le sens, la logique, c'est de remettre un peu, j'ai évoqué la question des forces de l'ordre, là on est sur les forces un peu de l'esprit, sans association particulière, mais qui consiste à essayer de trouver un peu du sens dans tout ça et de compréhension. Donc on pose des questions. Donc poser des questions, se poser des questions, interpeller les choses, c'est une bonne ressource à mobiliser pour essayer d'organiser une nouvelle compréhension du monde. Et je pense qu'on est tous invités quelque part à ça. Merci Cyril Cozard, psychologue clinicien à l'Institut de victimologie à Paris, d'avoir participé à ce dialogue avec nos auditeurs. Maxime ? Un message pour conclure, message d'Aurélien sur Twitter avec le hashtag E1midi. Tel un bataillon, pour chaque Français qui tombe, des millions sont derrière lui pour continuer le combat. C'est une très belle citation. Nous serons heureux de vous retrouver demain à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Et tout de suite, je laisse la place à Franck Ferrand au cœur de l'histoire.